Je suis Marie-Osier Lafontaine, activatrice du génie au féminin. Chaque jour, j'accompagne les femmes à révéler leurs trésors cachés pour vivre la vie qu'elles méritent. Dans ce podcast, j'invite des femmes qui ont osé s'affranchir des diktats pour trouver leur juste place. Bienvenue dans le podcast Ose-la, les voix qui osent. Bonne écoute. Bonjour Méhi Dulem. Bonjour Marie. Merci d'être ici aujourd'hui pour le podcast Les voix qui osent. Donc Méhi, tu es martiniquaise, tu as la trentaine, tu vis aujourd'hui à Paris où tu es docteur en neurosciences et tu reviens régulièrement en Martinique, ta Martinique chérie, où tu aimerais revenir un jour pour beaucoup plus longtemps. Et tu me disais en préparant donc cet épisode que petite fille, tu étais un peu l'enfant, la petite parfaite, la bonne élève, même la première de la classe. Ce qui ne t'empêchait pas d'être rigolote, d'inventer toujours des histoires de lave, des histoires d'aventure. Tu observais aussi beaucoup les animaux. Tu avais soif de découverte. Finalement, c'est peut-être ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Donc, tu es docteur en neurosciences. Avant ça, tu voulais être vétérinaire. Et puis, bon, ton chemin, tu nous expliqueras, a bifurqué vers les neurosciences pour lesquelles tu voues une vraie passion aujourd'hui. Et en parallèle, tu t'es aussi formée à la médecine chinoise qui te permet d'avoir une approche différente de celle qu'on pourrait avoir, pas uniquement scientifique, mais aussi avec un apport de ces médecines ancestrales. Et au-delà donc d'être spécialisée en neurosciences, toi, tu te sers des neurosciences justement pour aider les autres. C'est ta vocation. Yes. Et tu t'appuies du coup sur toutes tes connaissances pour apporter quelque chose aux autres. Et donc aujourd'hui, tu vas nous présenter tout ça. Et je voudrais te remercier de partager ce moment avec moi et avec toutes les femmes et peut-être les hommes aussi qui nous écoutent. Et pour la petite histoire, nous on s'est rencontrés lors d'une conférence que tu as animée en Martinique l'année dernière, organisée par Squat My Brain, où justement tu nous as exposé en quoi les neurosciences finalement pouvaient nous aider tous et toutes dans notre quotidien. Donc je suis ravie de cette rencontre et ravie que tu sois là aujourd'hui. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. Je suis vraiment contente de participer à ça. C'est un exercice inhabituel, j'adore, exploratoire. C'est ça, toujours dans l'exploration. Avant de démarrer, le petit rituel du podcast, Méhi, c'est de choisir ta carte. Alors comment on fait ça ? Tu vas fermer les yeux, prendre une grande inspiration et laisser ta main gauche parcourir le dessus des cartes et tu vas simplement t'arrêter quand tu le sens, peut-être un petit picotement dans la main, juste une sensation, une intuition. Ça y est. Donc tu regardes l'illustration et puis l'illustration et tu nous dis du coup ce que tu vois et ce que ça te dit. Alors ce que je vois c'est beaucoup de douceur, des petites couleurs pastel. Et donc c'est une femme qui a une couronne, non pas de fleurs, mais une couronne de cœur, avec 3 couleurs différentes. Elle a les yeux fermés, c'est un mot que j'aime beaucoup, elle est placide. C'est vraiment un aspect du calme, mais du calme vrai. Okay. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a l'air calme. Tu vois les faux calmes, ben non, elle est chill, la vie est douce, elle a pas de problème. Je pense pas qu'elle ait de problème, elle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière ? Je dis un peu ou pas ? Sensibilité, richesse, intériorité, force. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose. C'est ta signature. Est-ce que ça te parle, Méhi ? Ah ouais, ça me parle. Ça me parle beaucoup, ça me touche même. Ouais. Parce qu'effectivement, ces temps-ci, c'est une partie... que j'essaie d'accepter, la vulnérabilité. De ne pas se dire que la vulnérabilité, c'est une faiblesse. Que le fait que je sois sensible et hypersensible même, d'ailleurs ma cible principale, ce sont les femmes hypersensibles, ça m'a amené à des obstacles dans la vie, à prendre les choses à cœur et donc à avoir le cœur brisé plusieurs fois, à essayer de faire le mieux que je peux et d'essayer de me dépasser. Ça m'a fait avoir des dépressions et des burn-out. Et aujourd'hui, je me dis, c'est ce qui me définit et j'ai plus envie de changer ça en fait chez moi. Et j'ai envie de l'accepter, de le vivre, de l'incarner et de le transcender. Donc oui, ça me parle. Wow.
Merci pour ce partage. Et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur l'hypersensibilité et les difficultés que tu as pu traverser depuis petite, peut-être. Est-ce que, justement, entre cette Méi petite et cette Méi aujourd'hui, quel est pour toi peut-être le fil rouge, le fait qu'aujourd'hui, tu es finalement encore un petit peu la petite Méi? Ah, waouh. Euh, il reste beaucoup de la petite Méi. Ça veut dire que volontairement, pour survivre à ma façon, j'ai été le plus authentique que possible. Et donc, ça a fait que, comme tu as dit, effectivement, j'ai eu des difficultés assez tôt. Donc, mes dépressions, ça a commencé au collège, en fait, quand je savais que la date de partir en France approchait. Et du coup, assez rapidement, je me suis connectée à moi. J'ai enlevé cette façade que je mettais pour être la petite fille parfaite. Oui. Et donc, j'étais authentique assez vite. Donc, c'est ça que j'aurais retenu, je pense, de mon enfance et de ces épreuves-là. Et être authentique, en fait, ça a été à des entretiens d'embauche. On m'a demandé quels sont le moment où on dit quels sont tes points forts et tes points faibles. Oui, la fameuse question. Voilà. Moi, j'étais vraiment un peu trop sincère à ces moments-là. Et je raccrochais vraiment en me disant, je ne sais pas s'ils vont me prendre. Parce que je disais presque, vous savez, je suis folle. Hein. Vraiment, je travaille énormément. Donc, il y a des moments où je suis un peu difficile à arrêter. Voilà, il faudra vraiment me mettre des limites. Hein. Je suis très sociable, j'adore parler. Donc, je pense que communiquer, ça va. Et je parlais vraiment avec le cœur. Et en fait, je me suis rendu compte que les scientifiques, comme on les imagine aujourd'hui, tu as l'impression que c'est quelque chose de très guindé, très machin. Un peu comme la politique. Alors que pas du tout, ils étaient morts de rire. Et puis, et c'est ce qui m'a fait décrocher mes entretiens d'embauche, je pense. Donc c'est cette leçon d'authenticité et d'être moi-même que j'ai gardée de leçons de plus petite. Et puis cette capacité à rêver, je trouve que c'est super important que je garde de mon enfance. Oui, comme quoi on peut rêver, imaginer, créer et être scientifique à côté, alors qu'on pourrait... imaginer que ce sont des notions contradictoires alors que pas du tout, et c'est ce que tu m'expliquais, c'est l'un alimente l'autre finalement. Et comment tu es arrivé justement à t'intéresser et à te passionner pour les neurosciences? Alors, je vais essayer d'être concise parce que ce n'est pas mon point fort. On va dire que le moment déclic, c'est vraiment que de base, j'étais pas dans le cursus de neurosciences pour les neurosciences. C'est un parcours, c'est un master de neurosciences, comportement, cognition. Ce qui m'intéressait, c'est le comportement animal et la cognition animale en général. Et au final, neurosciences et cognition, ça m'a amené sur un parcours qui m'a appris des choses sur l'Alzheimer notamment, pile au moment où ma mamie l'a eu. D'accord. Du coup, forcément, hyper intéressée à essayer de comprendre, est-ce que je peux pas sauver mamie, est-ce que, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, le cerveau, c'est pas mal, le cerveau humain. Contrairement à ce que je répétais, je vais pas m'occuper des gens, les humains, j'aime pas trop ça, je préfère les chats. Et finalement, j'ai adoré ça et j'ai fait mon stage à analyser des cerveaux, mon stage de master de 6 mois et ma thèse et tout, et ça a continué. Et jusqu'à maintenant, j'analyse des cerveaux avec de l'informatique. Et donc la passion, elle est venue d'un besoin. Et je pense que c'est toujours un petit peu comme ça. Soit ta passion, elle est là depuis petit, tu vois. Genre mon tonton qui était pêcheur, paix à son âme, il savait depuis qu'il avait 4 ans, genre il dit je vais être pêcheur, je vais être pêcheur. Il y a des gens comme ça qui savent directement leur passion. Et puis il y en a d'autres, il y a une nécessité, il y a un besoin, il y a un truc qui se passe dans ta vie et tu dis mais en fait j'adore ça. Et je pense que c'est plus ça mon parcours. Je me suis dit en fait j'adore ça. Et j'adorais déjà l'informatique, j'en fais depuis genre 14-15 ans, je ne saurais même pas, ça me vieillit un peu trop de dire ça. Et du coup voilà, donc les passions étaient déjà là. Et le besoin a fait que ça les a ravivés, ça m'a envoyé dans la bonne direction. Et en parallèle, tu t'es formée aussi à la médecine chinoise. Pourquoi ? En vrai, je ne comprends pas les personnes qui ne se forment pas aux médecines ancestrales en étant antillais. Ça veut dire que dans notre culture, je sais pas, t'es grippé, tu vas pas prendre un Doliprane. Non, Virapic. Il y a un truc dans le jardin, on sait reconnaître les plantes. On est chaud, en fait, dans ça. Quand tu réfléchis, c'est pas... TPI ?
Mais oui, Et le bien problème sûr. est réglé. Exactement, de la Tumo, de la citronnelle, peu importe. Mais personne que je connais ici qui est grippé. Ah, il faut me faire vexe, je vais aller chez le médecin, parce que j'ai grippé, je vais aller chez le médecin. Donc du coup, je me dis que c'est normal en fait qu'on se forme. On devrait tous être formés un petit peu plus au rimédrasier. On devrait se former aux médecines ancestrales qui ressemblent beaucoup à notre fonctionnement finalement, c'est du préventif. Oui. Les TPI, tu peux le boire quand tu es malade, mais il faut surtout les boire avant, régulièrement. Et ben les médecines ancestrales, c'est pareil. C'est comment est-ce que tu utilises les points de ton corps. Et donc la médecine chinoise en particulier, c'est beaucoup basé sur le système nerveux. Système nerveux, neurosciences, donc voilà, ça va assez vite. Oui. Et donc du coup, c'est ce qui m'a parlé le plus, c'est ce en quoi je me suis formée pendant 2 ans. Mais au-delà de ça, à titre personnel, je me suis formée en Ayurveda. J'ai appris des choses, des techniques comme l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est un truc où tu tapotes sur des points pour te libérer de certaines émotions. Et toutes ces choses-là, la méditation, il y a plein de choses où tu te dis, en fait, il y a des trucs hyper simples, comme écrire le matin. Genre, moi, j'écris mes pages tous les matins. Tu écris tout ce qui passe dans ta tête et ta journée n'a rien à voir, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça que j'y suis allée, par logique. Oui. Et aussi parce que quand je voulais être vétérinaire, je voulais pas être... ce que j'ai vu en stage de vétérinaire, c'était de la charcuterie. Ça veut dire, il se passe quelque chose, il y a le problème, on coupe dedans, on donne des médicaments, et je trouvais ça assez violent. Et moi, je suis pas trop... J'aime pas la violence, je suis anti-violence. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie qu'on ait du préventif, que de la même façon qu'on sait prendre la citronnelle, prendre la Tumo, faudrait qu'on sache prendre des plantes pour les animaux. À part dire, lui donne pas de chocolat, y a pas grand-chose qu'on sait finalement pour s'occuper de nos bêtes, tu vois. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne s'en préoccupent pas vraiment, tu me diras. Aussi. Mais l'idée, ce serait d'avoir un endroit où, si jamais tu adores ta bête, tu vois vraiment des animaux en pleine forme, que tu puisses. Et donc, c'était pour ça que j'étais allée de base. Et au final, je me suis formée en médecine chinoise un petit peu globale. Et je l'ai utilisée sur moi, sur mes proches. Et voilà. J'ai eu un cabinet à un moment, enfin... J'ai l'impression d'avoir eu 4 vies. Et aujourd'hui, il y a un projet qui te tient particulièrement à cœur, c'est le laboratoire Marron. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots de quoi il s'agit? Et est-ce que tu arrives du coup à intégrer dans cette approche-là, au sein du laboratoire, tout ce que tu as pu apprendre, les neurosciences bien évidemment, mais aussi toutes ces approches complémentaires et alternatives? Oui. Alors, le laboratoire Marron, déjà... le nom, parce que je me suis éclatée à le faire. Laboratoire Marron, ça, donc vous entendez que c'est marron, genre marronnage et tout, c'est exactement ça, les gens qui connaissent leur histoire, les esclaves émancipés. Et du coup, je voulais qu'il y ait ce côté un peu identitaire, où on comprend que, ok, on parle de la Caraïbe. Et Marron, en fait, c'est un acronyme pour Martinique Applied Research for Operational Neuroscience. Donc, en français, ça veut dire que c'est le centre de recherche appliquée en neurosciences de la Martinique. Et du coup, ce centre, c'est un centre de recherche privé. Recherche parce que l'idée, c'est de créer de la connaissance. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas encore ou sinon qu'on n'a pas encore transformées pour que ce soit utilisable au quotidien. Et il est privé parce que si jamais tu dépends, comme le public, des subventions, en fait, c'est l'État qui décide la direction dans laquelle tu vas. Et l'État n'a pas forcément conscience. On sait qu'il y a un décalage entre les visions politiques et les visions individuelles, les besoins un peu urgents des personnes. Donc l'idée, c'est ça. Et donc, il y aurait 2 parties. La première partie, c'est la partie médias, vulgarisation, éducation, où on transmet vraiment des notions en neurosciences qu'on a retransformées, donc qu'on a créées préalablement, pour la vie de tous les jours. J'ai un enfant TDAH, comment faire ? Je ne suis pas sûre d'être un adulte TDAH, comment je peux faire ? Donc TDAH, les personnes qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Si jamais, je ne sais pas moi, il y a tellement de problématiques différentes, j'ai envie de changer d'habitude et de faire du sport tous les jours et devenir une fit girl. Comment je fais ? J'ai jamais réussi alors que j'ai l'impression que je fais tout ce qu'il faut. Ça va m'intéresser. Voilà. Les gens me disent ça, mais je fais tout, je prends ci, je prends ça, il n'y a pas de résultat. Alors, s'il n'y a pas de résultat, c'est que tu n'as pas fait un truc qui est adapté à toi. Et la question, c'est comment tu recentres en fait les choses à toi, quelle connaissance va te servir à toi par rapport à qui tu es, à ton quotidien, à ton travail, à tes besoins justement par rapport aux médecines ancestrales dont je te parlais. En fait, ces médecines ancestrales, c'est pas du soin comme on fait en médecine occidentale, c'est vraiment de l'anticipation. Et donc, il faut que tu connaisses ton corps, ta typologie, et tu fonctionnes par rapport à ça. Et en gros, en Chine, si jamais les gens tombent malades, c'est que le médecin a mal fait son taf. Oui.
Alors que nous, quand tu tombes malade, tu vas chez le médecin et c'est ça leur fond de business. Du coup, il y a cette partie-là, médias, vulgarisation, éducation. Et la deuxième partie, qui est la partie vraiment accompagnement. Accompagner des personnes à titre individuel, les aider à comprendre comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui marche moins bien, à quel point elles sont alignées à leur typologie, justement en Ayurveda ou en médecine chinoise, et en même temps, à quel point elles utilisent bien leur cerveau, leur état mental. Les personnes qui vont te dire oui, mais il y a trop de choses à faire. Il y a des gens, je ne veux pas viser l'administration, mais il y a des gens, des fois dans l'administration, on dirait qu'ils se noient dans un verre d'eau. Et tu te dis, mais attends, je vais passer derrière, je vais t'aider, je vais faire avec toi parce que tu as l'air d'avoir du mal. Mais c'est que les personnes, en fait, on leur donne de la charge de travail et on ne leur a pas appris à gérer. Et pour nous, pour tous les jours, c'est vrai aussi. On ne nous a pas appris à gérer un téléphone qui va sur les réseaux, qui reçoit les mails en instantané, qui a toute la famille d'un coup, qui envoie des petits stickers à des moments assez improbables, de recevoir des nouvelles hyper rapidement. Ça nous met dans un état un petit peu d'urgence, oui. Tu vois. Et du coup, les accompagnements, ça permet de savoir comment tu fonctionnes et surtout à t'accompagner en fait à changer. En gros, ton cerveau, tu peux l'entraîner comme ton corps. Et ces méthodes d'entraînement, je vais les mettre en place avec des appareils de mesure, avec différentes choses pour aider des gens. Ça, c'est le côté accompagnement individuel. Et à les accompagnements collectifs. Donc, les entreprises peuvent faire appel à moi pour comprendre quelles sont les dynamiques sociales dans leurs entreprises. Parce que les gens qui font des burn-out, c'est parce qu'il y a eu de la toxicité, parce que ils ont eu une charge trop importante de travail, parce qu'on les a mis à un poste qui ne leur correspondait pas, etc. Donc, moi, je suis le côté, comment est-ce que je prends la donnée et je te la donne pour que tu saches en fait ce qui se passe dans ton entreprise. Et puis, et voilà. Donc ça, c'est, voilà. Du coup, c'est création de connaissances, médias pour en parler aux gens, et puis accompagnement pour le transformer dans la vraie vie. Donc chacune ait les clés de compréhension de son comportement, de ses états mentaux pour apprendre à réguler du coup son cerveau et être moins en souffrance ou en tout cas en meilleure santé physique et mentale. Yes. Le mot-clé, c'est vraiment régulation. Oui. C'est comment je me régule moi-même. Et comment, au-delà de ma régulation, parce que je ne veux pas que ce soit quelque chose non plus qui soit culpabilisant, que la personne se dise « Ah, j'aurais dû faire ça avant ». C'est vraiment comment toi, tu te régules à l'intérieur et est-ce que le système que tu as mis en place à l'extérieur de toi est adapté à tes objectifs. On dit souvent les phrases un peu bateau, « T'es la somme des 5 personnes les plus proches de toi, nana ». Ok, mais au-delà des 5 personnes les plus proches, est-ce que tu as un travail qui te correspond ? Est-ce que tu as des habitudes qui te permettent d'atteindre tes objectifs ? Est-ce que, tu vois, tout ce système qui fait que si jamais autour de toi, donc travail, famille, amis, finances, si ces choses-là sont stables, quand toi, tu as un petit déséquilibre et tu n'arrives pas trop à te gérer, ça va. Donc du coup, c'est ton système, ton organisation personnelle, ton entourage, ta façon de fonctionner. Est-ce que c'est aligné à ce que tu veux être et est-ce que toi, tu es capable de te réguler ? En gros, est-ce que tu as un système externe et interne pour être aligné ? Donc avec toi, finalement, on repart avec une sorte de mode d'emploi personnalisé. Ouais, j'aime bien ça. Mais oui, la personnalisation, c'est hyper important. Tu sais, les gens, ils font... Quand je leur demande devine ce que je fais et tout, ils me disent tu prends de l'ADN et puis tu aides les gens à avoir des thérapies géniques et tout, juste pour l'ADN de la personne et tout. Moi, vous allez un peu loin. C'est pas tout à fait possible aujourd'hui. Mais oui, je prends un petit peu l'ADN de ton cerveau, l'empreinte de ton cerveau, si tu veux, et je te dis, ça, il faut qu'on l'entraîne, ça, on peut le changer, ça, il faut faire ça. Je regarde ce qu'il y a un petit peu autour de toi, et je te dis, ça, de toute façon, les gens savent ce qui ne va pas dans leur vie. Mais s'ils viennent me voir, c'est qu'ils veulent que je leur redise. Je vais dire ça, il manque ça, il manque ça. Et pour y arriver, il faudrait que tu fasses ci, ça. Et par rapport à ta constitution ayurvédique et en médecine chinoise, il faut que tu changes tes rythmes biologiques, que tu écoutes mieux ton corps de telle façon. Genre à la fin, tu as un mode d'emploi de toi-même, quoi. Ok. Et du coup, c'est un peu ta mission de vie. Tu m'en as parlé aussi d'étoiles. Donc, comment tu décrirais du coup cette mission de vie ? Parce qu'on sent vraiment dans ce que tu dis que c'est quelque chose qui est important pour toi et que tout ce que tu as appris, tu veux véritablement le mettre au service des autres. Donc, pourquoi c'est important pour toi ? Quelle mission, toi, tu te fixes ? Ma mission, je la formule en disant que je pense que je suis ici pour aider les étoiles qu'on empêche de faire briller. Parce qu'en Martinique, je trouve qu'on est brillant. Je trouve vraiment qu'on est dans un endroit où, genre,
Même si tu vas dans la voiture de quelqu'un qui conduit très vite et tout, qui prend les virages, qui s'emballe et tout avec ses vitesses, machin, la personne, elle va te parler de voiture de façon passionnée et elle va te dire des choses vraies. Et elle sait vraiment prendre le virage. Même si toi, t'es terrifié, en général, enfin, mon entourage, ça va, faites attention sur la route, prévention routière. Si jamais tu vas dans un labo, pareil, il y a des personnes qui vont te parler d'histoire, d'écologie ici. Les gens connaissent des choses, ils ont des... Enfin, partout, tu croises des puits de connaissances incroyables. On a plusieurs prix Nobel, je pense que c'est pas pour rien. Enfin, c'est des prix Nobel, je crois. Bon, je sais plus c'est quoi le nom, mais des gens qui ont des titres voilà, d'écrivains et tout. Et je pense qu'on s'en rend pas compte et qu'on est concentré sur ce qui va pas. Même quand on nous parle d'épigénétique, ça veut dire notre ADN même et comment l'environnement l'a changé. Quand tu entends épigénétique et que tu es aux Antilles, tu te dis ok, épigénétique du traumatisme, l'esclavage. Et là, on commence à faire les parallèles avec l'Holocauste, les famines, tout ça. Et tu dis ok, ça veut dire que notre système de stress a changé. Ça veut dire qu'on a une plus grande capacité à avoir des addictions. Ça veut dire les papas qui sont un petit peu abandonnistes, etc. Et je trouve qu'on oublie de dire, ok, mais l'épigénétique de ma puissance, en fait, faudrait la mesurer aussi. Je descends de guerriers, je descends de personnes qui ont survécu à des choses que j'arrive à peine à lire dans les petits livres féministes que je lis. Il y a... Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment je peux l'utiliser pour être plus heureuse? Comment je peux l'utiliser pour avoir plus d'amour envers mes congénères, mes confrères? Et ouais, je pense que ma mission, c'est ça, c'est de les prendre assez jeunes, au moment où ça commence à dégringoler, collège-lycée. C'est vraiment mes bébés. Les étudiants aussi, ça commence à déborder à Bac+4. Là. Oui, parce que tu es enseignante aussi, professeure. Oui. Je suis enseignante et donc ce sont des bébés assez tard. Hein. Les bébés ont jusqu'à 20 ans et même 22 ces temps-ci. Bon, plus je grandis, plus ils grandissent. Hein. Mais du coup, ouais, cette tranche qu'on traite aujourd'hui de fainéants, de personnes qui sont pas motivées, qui n'écoutent pas bien, nanana, c'est pas vrai en fait. Ce sont des personnes qui ont appris à poser des limites. Ces personnes qui ont grandi dans un environnement, je crois qu'on se rend pas compte les chamboulements qu'ils ont vécu, tu vois, et des leçons qu'on peut apprendre d'eux et puis qu'on devrait les aider à se renforcer plutôt que dire tu n'écoutes pas les ordres qu'on te donne à la lettre, tu es fainéant et désobéissant. Non, on devrait pas écouter les ordres qu'on nous donne à la lettre en fait. Et finalement, c'est hyper inspirant. Et comment est-ce que toi, tu t'écoutes toi-même et comment tu cherches ta lumière authentique pour avoir comme objectif de voyager, de travailler un minimum et d'avoir beaucoup d'argent et d'être célèbre, et ben pourquoi pas? Nos parents se sont pas autorisés à se dire ça, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de pas noble, tu vois. Donc oui, arriver à plus d'alignement, à son authenticité et à son plein potentiel, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Génial. Et je suppose que c'est quelque chose que tu t'appliques à toi, justement, de rester aligné. Tu parlais d'authenticité au début de l'entretien. Comment tu fais justement pour rester aligné? Parce que forcément, il y a des obstacles sur ta route. Peut-être que tu peux nous en parler. Et comment tu fais justement pour, malgré ces obstacles ou ces difficultés, à rester justement aligné avec ton rêve, aligné avec ton potentiel, aligné avec tes projections, tes visions? Waouh! Alors, je pense que chacun a des obstacles qui vont lui être personnels. Il y a des personnes qui sont plus challengées par leur famille, des personnes qui sont plus challengées par avoir des moyens de juste manger. Moi, mes challenges, ça a été la santé mentale, comme je t'ai dit, avec les dépressions qui sont devenues chroniques assez vite, en fait, vu que c'est le moment où ton cerveau se met en place, que j'ai commencé à en avoir. Ça va être des problématiques d'être une people pleaser, comme j'étais une fille parfaite. Je pense que je suis toujours une petite fille parfaite. Le fait de savoir que ce que je fais déplaît aux gens, ça te heurte. Voilà, ça me met pas... J'ai l'impression de ne pas être à l'aise. Et du coup, ces obstacles-là... ouais, je l'applique à moi-même, donc ce côté authenticité, en essayant de me recentrer, d'être concentrée sur moi. Je me force à avoir des phases un peu d'égoïsme. Ça veut dire de quoi j'ai besoin. Ok, je veux aider les autres, mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Les personnes en face, ça leur déplaît. Par exemple, j'ai eu beaucoup de non. J'ai eu je venais de finir mon Master 2 avec de bonnes notes. Et puis,
donc la personne qui était censée être un peu mon parrain de stage, qui me dit, bon, ben, pour ton doctorat, c'est pas la peine de postuler dans des endroits genre au sud ou à Toulouse même, va ailleurs. Il me donne des noms. Irlande, il fait froid. Canada, il fait froid. New York, il fait froid. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Et je me suis dit, bon, toi, comme d'hab, les gens qui me disent non, je suis fatiguée. Et toute ma vie, en fait, on m'a dit, non, c'est pas possible, n'essaye pas. Non, c'est pas possible, n'essaye pas. Et donc, lui, c'était l'un d'entre eux. Je me suis dit, écoute, monsieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé 3 candidatures, 3 au sud, donc maximum Bordeaux, c'était le plus haut possible. Et j'ai pris une décision très responsable. Je me suis demandé où est-ce qu'il y a le meilleur carnaval. Et donc, je suis partie à Montpellier pour faire ma thèse. Et donc, ouais, j'ai passé une thèse incroyable. J'étais à l'école des mines. J'étais en collaboration donc, entre un truc de... C'est entre un labo d'informatique et un labo de physiologie. Donc, j'ai monté un labo complètement la première fois là-bas. Ensuite, j'ai travaillé dans le privé. Je suis montée en Île-de-France. Pareil, on m'a fait monter un labo. Et après, ça m'a fait me dire... en fait, je peux monter un labo. Ouais. Donc, du coup, les obstacles, au lieu de me dire que c'est des choses contre moi, bah, je me dis que c'est des choses qui m'ont construite. Et je m'en rappelle en me disant, haha, j'ai vu ce que je voulais, en fait. Oui, donc en fait, de te remémorer tous ces obstacles franchis, ça te permet de franchir les nouveaux obstacles qui viennent à toi. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur l'égoïsme. Moi, j'en parle beaucoup à mes clientes, l'égoïsme sain. C'est-à-dire, effectivement, on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas d'abord soi-même. Et on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas d'abord soi-même. Donc, c'est un travail. Mais c'est un travail qui est finalement indispensable. Tout à fait. On ne devrait même pas appeler ça de l'égoïsme. En réalité, c'est juste... ça doit être normal, en fait. C'est une hygiène. Voilà, c'est une hygiène. Ça devrait être normal de s'occuper de soi. J'ai entendu une phrase que j'ai adorée il y a quelques jours qui a dit « On n'aime jamais les autres pour eux. On les aime toujours pour soi. » Et donc, quand tu as des attentes, tu fais ça, tu ne m'aimes pas. Oui. Quand tu as des attentes sur de l'amour qu'on est censé te rendre, de la façon dont tu as imaginé, de toute façon... c'est pour toi. Alors, fais les choses pour toi avec alignement, sans attente un petit peu de ce qui est censé revenir. Par exemple, là, typiquement, je suis dans l'exercice. Donc là, je veux rentrer en Martinique, monter le labo, pleine de bonnes intentions, aider le pays, let's go, happy et tout. et en face, bah, tout le monde n'est pas forcément... Comment dire ? Tout le monde ne va pas être réactif pareil, parce qu'ils ont leurs projets, ils ont leurs priorités, et c'est fine, tu vois. Donc, si j'arrivais avec des attentes que si tout le monde ne m'aide pas immédiatement, c'est que je ne dois pas monter le projet, ben, je ne l'aurais pas fait. Oui, tu ne le monteras jamais, bien sûr. C'est ça. Donc, sans attente, l'amour va arriver de la forme qu'elle veut. Et d'ailleurs, là, je reçois beaucoup de bonnes nouvelles. Là, je vais commencer à enseigner à Fort-de-France en novembre pour des licences dans une école privée. Du coup, donc non, c'est cool, ça avance. Et c'est important de faire les choses pour soi et de s'écouter soi. Top. Merci beaucoup, Meï, pour ce merveilleux conseil. Je vous invite, mesdames, à l'écouter et à l'appliquer. Dernière petite question, Meï. Je sais que tu aimes la musique. Quel est le morceau de musique qui te permet justement dans les moments peut-être un petit peu plus down de remonter la pente ou de retrouver le sourire ou la motivation ? Alors, ça change vraiment souvent. Ouais. Et ces temps-ci, ce n'est pas une musique de spirituelle ou jazz comme il y a parfois. C'est Bacha Boy. Ok. J'adore. Le do, ré, mi, fa, sol, ça me fait monter en pression. Genre, je suis intenable quand il y a cette chanson-là dans la maison. Et voilà, tu retrouves ton énergie. Oui, je retrouve mon énergie. Et je sais pas, ça me reconnecte un peu. Je me vois trop dans une foule là à faire le mouvement. Je sais pas, j'adore. Oui. J'aime trop, je trouve ça brillant. Et je le trouve un peu body positive, tu vois. Oui, sur toutes les injonctions qu'il y a déjà sur le corps féminin. On fait un mouvement. En fait, j'ai fait un travail important aussi sur ma féminité. Oui. Et la féminité, on dirait que c'est un mot qui a été défini par les hommes, pour les hommes, tout à fait. Sur les femmes. Et ce mouvement, c'est pas beau, ce n'est pas gracieux, ils peuvent pas dire « Ah, vous faites ça pour nous aguicher, nanana ». Non, c'est laid, mais on adore ça et ça me fait me sentir bien dans ma peau. Et c'est ça le principe des danses féminines. Et du coup, j'adore l'essence même. Et puis, Chrissy, cœur sur elle, elle est vraiment adorable. Donc voilà, Bacha Boy. Génial. Merci beaucoup, Meï, pour cet entretien. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Ose là, les voix qui osent.
Track Studio. Par Agence Composite.